Bonjour Maître Gérard Haas. Bonjour. Bienvenue dans notre nouvelle émission qui parle de l'actualité économique, sociale et numérique en France. Vaste programme. Vaste programme, justement, on va parler avec vous de l'actualité numérique. Alors vous êtes spécialisé en propriété intellectuelle et autour des nouvelles technologies de l'information. Et vous étiez il y a quelques jours au Forum international de la cybersécurité. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors vous savez, c'est un événement qui est très important dans le monde de la cybersurveillance et de la cybersécurité. Et ce qui était vraiment intéressant cette année, c'est que l'option, ce qui était mis en avant, c'était la cybercriminalité. C'est-à-dire que tout ce qui fait aujourd'hui dans l'univers cyber, qui permet en fait d'exploiter, de gérer, d'optimiser et de produire, peut faire aussi l'objet d'attaques. Et c'était ce passage qui était très intéressant et de montrer que quelque part, enfin c'était le discours qui était mis, c'est que derrière la souveraineté numérique que doit avoir l'Europe et la France, il y a aussi tout un enjeu de protection et que la meilleure défense, c'est aussi celle de l'anticipation. Donc c'était très intéressant ce forum et qui montre aussi qu'il y a derrière ça toute une série de prestataires qui sont sur ce marché. Alors Gérard, vous parlez d'anticipation, vous étiez un des grands pionniers justement des avocats spécialisés autour des technologies de l'information. Vous avez créé votre cabinet en 97. À l'heure de, vous le dites en ce moment. Oui, c'est vrai qu'en 97, lorsque j'ai créé mon cabinet, c'est la même année qu'a été créé Google. Donc, alors voilà, donc on est une legal tech humaine, nous, si je pourrais employer les termes qui sont utilisés aujourd'hui, avec des avocats qui sont spécialisés dans le droit du numérique et on ne fait que du droit du numérique. Mais ce qui est formidable, c'est que le droit du numérique, alors qu'au départ, c'était les administrations et les grandes organisations, aussi aujourd'hui c'est généralisé et avec le phénomène du Covid, on se rend compte que tous ceux qui n'étaient pas dans la transformation numérique ne seront plus acteurs demain et tous ceux qui avaient anticipé ou qui s'y sont mis seront toujours présents dans l'économie. Alors, dans l'économie, vous avez écrit un très bel ouvrage que je montre à nos téléspectateurs, Intelligence artificielle, enjeux éthiques et juridiques, où justement vous évoquez cette complexité que révèlent les nouvelles technologies et ces nouveaux comportements, ces nouveaux usages. Qu'est-ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Alors d'abord, c'est quelque chose que l'on ne peut pas ignorer. Le phénomène du développement des ce qu'on appelle la loi Moore, qui permet en fait aux processeurs de doubler tous les 18 mois leur capacité de stockage, qui favorise donc le big data, le cloud computing, etc., permettent de stocker de plus en plus de données. Et ces données aujourd'hui, dès lors qu'elles pourront être analysées grâce notamment à l'intelligence artificielle, vont pouvoir nous permettre de faire des bons grandioses et d'améliorer notre quotidien. Alors certains y voient toujours, comme toujours, une partie obscure de disparition de certains emplois, mais aussi création de nouveaux. En tout cas, l'intelligence artificielle telle qu'elle est, elle pose pour le juriste des questions très importantes. Est-ce que le droit est adapté à cette nouvelle donne de construction intellectuelle, d'intelligence qui sont en fait automatisées? Ou est-ce que derrière ça on peut être protégé, le statut des créations qui sont créées par l'intelligence artificielle, le problème des biais. Et donc on voit très vite qu'il y a l'éthique qui est très importante dans ce process, et puis le droit, et notamment non pas le droit de la gestion des risques, mais je pense un droit de la gestion de la responsabilité. Et donc c'était tout l'enjeu, et c'est ce qu'on a essayé de faire autour de ça, en prenant aussi des cas pratiques et en montrant les secteurs d'activité tels que le domaine de la santé, le domaine de l'énergie, le domaine des télécoms et d'une manière générale le domaine du commerce qui vont être vraiment percutés par l'intelligence artificielle, même peut-être de la cybercriminalité puisque aujourd'hui il y a des virus intelligents qui s'adaptent et c'était un peu l'enjeu de cet ouvrage que j'ai coécrit avec un de mes collaborateurs qui est Stéphane Astier. Alors, on parle beaucoup effectivement de ces nouveaux enjeux, d'autorité aussi de régulation, puisque ça a été évoqué pendant le Forum international de la cybersécurité. Alors, pour l'actualité, WhatsApp a été condamné par l'autorité de régulation pour non-respect justement de ces données, de ces protections qui sont attendues par ces grandes entreprises. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui autour de ces GAFA et de ces gros, j'allais dire, pourvoyeurs de données? Alors, l'industrie du numérique et les plateformes, en fait, elles sont la mainmise des GAFAM. Google, Amazon, Facebook,
Apple, Microsoft. Et donc, mettant à disposition des plateformes, on est passé très très vite dans une promesse qui était celle du gratuit. Et la contrepartie du gratuit, c'était que nous étions les produits. Le produit, c'est vous. Le produit, c'est vous. Mais l'Europe, et notamment initiée par la France, mais aussi d'autres pays dans l'Union européenne, on dit que c'était peut-être, il fallait aussi protéger la vie privée. Et finalement, quand je me déplace sur le web, c'est pas ma vie publique qui est en jeu, c'est ma vie privée. Mes déplacements, est-ce que je dois être une relation client ou je suis pas simplement un utilisateur qui cherche de l'information? Et la raison pour laquelle je cherche cette information, elle n'est pas peut-être forcément marchande. En revanche, les marchands, eux, vont l'utiliser pour me vendre quelque chose. Et donc, on voit un petit peu cette articulation. Nous avions une loi informatique et liberté qui protégeait l'individu. L'article 1er de la loi informatique et liberté dit « L'informatique est aussi au service du citoyen. Elle ne doit pas porter atteinte à sa vie privée, aux droits fondamentaux et aux libertés fondamentales. » Donc, on voit vraiment l'enjeu derrière ça. Donc, si c'est l'informatique à mon service, il était normal que l'Europe reprenne la main par rapport à un domaine où elle n'est pas présente ou faiblement présente dans les 10 premières grandes plateformes de la data. Il n'y a pas de société européenne, on ne peut que le regretter. Et donc on a une présence aujourd'hui par la régulation, et notamment avec le RGPD. Il faut quand même savoir qu'à partir de 2007, dans l'humanité, on crée en une journée plus d'informations qu'il en avait été collecté au cours des 2000 ans passés. Donc on voit un petit peu l'enjeu derrière ça. La data, le big data, le cloud permettent aussi d'analyser. Analyser permet aussi de comprendre, permet aussi de prédire et de prescrire. Et donc on a le RGPD qui vient ici protéger l'internaute, le consommateur. Pour les gens qui nous regardent, le RGPD, Règlement général de la protection des données, qui est rentré en vigueur en 2018 et qui demande à toutes les plateformes d'être un acteur digne de confiance, c'est-à-dire que le principe, c'est que on peut collecter des données, on peut en faire des traitements licites à condition que la personne ait donné son accord ou qu'elle ait été informée de l'utilisation qui a été faite. Voilà un petit peu où on en est, et on se rend compte que les GAFA ne respectent pas, enfin sont des acteurs qui proposent pas mal de services, mais question confiance et respect de la vie privée, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc l'autorité de régulation, notamment donc en France c'est la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, et là c'était pour WhatsApp en Irlande, à un moment donné a constaté qu'en matière de consentement et d'information vis-à-vis des internautes, eh bien les règles n'étaient pas respectées, et a sanctionné cela avec 225 000 euros. 225 millions. 225 millions d'euros, oui, exact, merci. Et oui, donc c'est significatif, et c'est pas la seule. Enfin, Google a aussi été condamné, Facebook a été aussi condamné, et donc les plateformes aussi doivent faire attention, mais c'est aussi un moyen de montrer que notre vision d'une humanité numérique souveraine et respectueuse de la vie privée est possible, et sur cette bataille-là, l'Europe la gagne cette bataille. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Alors justement, sur ce nouvel horizon qui est Internet, où aujourd'hui tout se passe, la consommation, l'entrepreneuriat, l'éducation, est-ce qu'on est aujourd'hui face à un Internet qui est digne de confiance quand on parle de cybercriminalité, de toutes ces entreprises qui se font attaquer, et parfois de ces entreprises qui ne respectent pas vos données? Si on veut garder la main sur ces données, les valoriser, il faudra que l'Internet soit digne de confiance. Et aujourd'hui, l'Internet digne de confiance, il est plutôt européen que venant d'autres pays. Et donc là, c'est une garantie, et on peut dire aussi que qui peut le plus peut le moins. Donc normalement, nous devrions prendre des parts de marché, puisque nous mettons en place un service digne de confiance. Ça implique qu'il faut revoir un petit peu la donne, et c'est vrai que si le ciblage pour les annonceurs était quelque chose d'important, il faut revoir un ciblage qui soit digne de confiance, qui repose sur la transparence, sur l'information, qui donne en fait des informations claires et explicites. Et donc, grâce à ça, eh bien, on va pouvoir valoriser, monétiser et, si vous voulez, faire que le système va durer parce qu'on n'aura pas peur. C'est ça la confiance. Je rappelle aussi que ce qui est très important dans l'économie numérique, c'est qu'elle doit être à la fois une économie de confiance, une économie de consentement et une économie d'abonnement. Et donc, grâce à ça, tout fonctionne et ça marche bien, on peut avoir de grands leaders.
donc deux grands leaders. Et c'est vrai que la réglementation européenne, alors ce qui est assez nouveau, c'est qu'à l'époque, les sanctions étaient très faibles par rapport à la CNIL, et cette nouvelle réglementation apporte plus de contrôle. Oui, alors à la base, elles étaient faibles parce qu'il y avait très peu, enfin, on n'avait pas des plateformes aussi puissantes que ce qu'on avait aujourd'hui, on n'avait pas vu le marché. Et puis finalement, on était sous le leurre de c'est gratuit et on n'avait pas vu un petit peu toute la manne financière qui était collectée. Les sanctions, elles sont importantes, mais elles ne représentent que 4% dans son maximum du chiffre d'affaires mondial de ces multinationales. Donc elles sont importantes, mais elles sont, j'allais dire, réglables. Elles peuvent être acquittées par ces entreprises lorsqu'elles font l'objet de condamnations. Et ça doit aussi aller vers une amélioration. Alors Gérard Arras, maître, vous avez un cabinet tout à fait particulier, puisque déjà, on peut le montrer à nos téléspectateurs, vous êtes un cabinet qui est récompensé pour ce travail, fait autour du numérique, autour de l'investigation, autour du conseil, de la stratégie. Et justement, vous aidez les entreprises qui ont des difficultés, qui se font attaquer, à les conseiller, à les orienter et parfois à négocier quand c'est nécessaire. Alors, je vous remercie de me poser cette question. C'est que très vite, lorsqu'est arrivé le numérique, on a été obligé de se pencher sur la question de la cybersécurité. Et le meilleur argument que l'on pouvait avoir, c'était d'instaurer dans les entreprises des chartes Internet, de mettre en place des règles, notamment dans l'utilisation des nouvelles technologies. Mais c'est pas suffisant parce que finalement, le numérique est devenu un formidable levier pour l'expansion de l'entreprise, pour la gestion, mais c'est devenu aussi un véritable, si vous voulez, système qui peut détruire l'entreprise du fait de cyberattaques. Parce qu'il y a des tiers extérieurs qui ont bien compris que c'était plus facile aujourd'hui d'attaquer une entreprise, une organisation, que d'aller attaquer une banque. Et que derrière ça, les données ont une vraie valeur et une vraie manne qui est très importante, et avec des usurpations d'identité pour faire chanter les entreprises, etc. Et donc il fallait à tout prix que le droit et que les avocats, en tout cas pour ce qui me concerne, puissent avoir une réponse, puisqu'il y a un haut niveau de confidentialité, il y a des stratégies de risque, des conséquences en termes de responsabilité, et donc il fallait accompagner les entreprises. Et puis, on s'est rendu compte que dans certains cas, il y avait des négociations à engager ou des plaintes à mettre en place. Et donc, il fallait un service spécialisé, donc AS Avocat, a un pôle absolument et entièrement dédié sur cette question de la cybercriminalité et des cyberrisques. On fait les deux, en amont et des deux côtés, avec des formations, des sensibilisations, aussi pour les plaintes, pour déposer les plaintes, et puis pour aller vérifier les conséquences des dégâts sur le dark web, pour savoir si effectivement, jusqu'où va l'extraction, ou même pour savoir de manière préventive si l'entreprise ne fait pas déjà l'objet de fuites d'informations. Et puis le RGPD et toute une série de réglementations obligent l'entreprise à faire des notifications, à s'informer, et donc il fallait les accompagner là-dessus. Voilà. Donc on a créé aussi une chaîne de confiance, et on a des prestataires qui vont aller avec nous, qui vont faire certaines opérations et qui vont nous permettre de bâtir un dossier qui sera ensuite déposé auprès des autorités pour expliquer un petit peu les mesures correctives qui ont été mises en place par une entreprise qui a fait l'objet d'une attaque. Alors aujourd'hui, dans les plans de recouvrement et de conseil des entreprises, on dit souvent prenez une réassurance. Prenez une réassurance au cas où vos données seraient susceptibles d'être volées par un tiers. Quelle est votre position sur ce sujet ? Alors, moi, j'ai été très déçu lorsque j'ai appris qu'une grande compagnie d'assurance ne voulait plus assurer. Le propre d'une assurance, c'est d'assurer. Donc, c'est d'assurer. Alors, il y a un risque véritablement qui peut être couvert, mais chaque entreprise doit vérifier son besoin. En plus, beaucoup d'assurances proposaient des assurances cyber-risques qui ne couvraient pas ce qui était la promesse qui était faite d'une couverture, et certains sinistres étaient exclus. Et puis là aujourd'hui, on voit que avant de souscrire, on va vérifier un petit peu. Il y a des mesures en amont. Alors, on travaille avec des courtiers, on travaille avec des compagnies d'assurance où on fait des audits qui vont essayer d'anticiper les sinistres et de voir un petit peu quel est le système de sécurité qui est mis en place. Ça va dans le bon sens. Et donc, il faut qu'il y ait ce type d'assurance, ne serait-ce que pour une raison très simple, c'est que ça fait partie de la responsabilité du responsable de traitement. S'il doit informer l'ensemble des personnes qui ont fait l'objet
de fuite de données, il y a des coûts qui sont importants et qui pourraient être notamment pris en charge par l'assurance. Donc oui, c'est très important. Quand on en a besoin, il faut faire un audit spécifique dans le domaine de la santé, dans le domaine des OIV ou OSE, dans certains types de domaines particuliers avec des informations sensibles. C'est plus important encore que dans des domaines différents. Alors Maître, vous étiez, je le rappelais en introduction, au FIC, au Forum international de la cybersécurité. On parle de souveraineté numérique en France parce que la France joue un rôle de leader dans le monde et veut jouer un rôle important. Est-ce que pour vous, c'est un terme qui est d'actualité et qui sur le terrain se matérialise, ou est-ce que pour vous c'est encore une ambition qui n'a pas forcément les moyens encore en face? Alors déjà, l'État a montré qu'à un moment donné, la souveraineté numérique, ça voulait dire quelque chose. Parce que lorsque l'ensemble des données de santé français, qui pouvaient partir sur un fournisseur qui était hors de l'Union européenne, elle est revenue en arrière en disant « je cherche en fait un acteur européen », c'est déjà une garantie. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, et vraiment concrètement pour les entreprises, c'est que chaque entreprise dans son secteur d'activité, et lorsqu'il est dans une position de force, veut et souhaite développer son indépendance numérique. Et donc, je suis plutôt moins sur la question de l'indépendance numérique que la souveraineté, parce que la souveraineté, ça concerne l'État. L'État a des plans, il a des piliers, il met des aides, etc. Mais d'abord, il faut que chacun, à son niveau, essaye de conserver son indépendance numérique. Et son indépendance numérique, elle est aussi dans son indépendance, dans sa relation client. Et donc ça, c'est très important, et c'est un message que je voudrais lancer, c'est soyez indépendant numériquement et soyez le propriétaire de votre relation client et ne la confiez pas à d'autres qui se proposent de l'externaliser et de se l'approprier. Alors justement, Maître, dans votre livre, dans votre ouvrage, que je rappelle ici, Intelligence artificielle, enjeux éthiques et juridiques, vous parlez d'éthique. Et souvent, on dit, effectivement, les entreprises qui sont victimes d'attaques ne peuvent pas riposter, ce qui n'est pas le cas de l'État qui a le droit, effectivement, de riposter. Est-ce que ça fait partie de cette éthique aussi qui existe autour du numérique, l'éthique, le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis d'un attaquant? Alors, le juriste vous dira que, sauf les cas de légitime défense, nul ne se fait justice lui-même, hein, on ne se fait pas justice soi-même. Donc en fait il est normal dans un état de droit démocratique que la justice elle soit confiée à des tiers notamment, et à des professionnels qui sont les juges. Donc les attaques informatiques, ça fait l'objet, en amont on peut se poser la question de savoir si en termes de sécurité on a pris toutes les mesures nécessaires et appropriées pour permettre de sécuriser le système. Est-ce qu'on a fait ensuite tous les programmes de formation et de sensibilisation? Pour vous donner un exemple, lorsqu'on fait des sensibilisations cyber dans une entreprise, on se rend compte que ce n'est qu'à la 3e fois que la moitié des salariés ont compris le message. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a un travail, il y a une anticipation à mener. Et ce n'est qu'après qu'il y a la question. Alors la réplique, il y a pour cela, on a des armées, on a une police, on a des moyens, on a un juge qui l'autorise. Et donc c'est encadré. C'est pas, sinon on est dans une anarchie et n'importe qui pourrait répliquer au nom de la défense de ses intérêts. Mais les intérêts dans une société, ils sont généraux et ils sont diplomatiques. Enfin, il y a toute une chose à faire. Voilà. Donc il est normal que ceci soit encadré. Voilà. Et notamment, on a des organisations telles que l'ANSSI, etc., qui sont là aussi pour protéger les intérêts nationaux. L'entreprise, elle doit mettre en place un système, une forteresse numérique et faire des tests. Alors il y a les pentests, etc. Et ne pas l'ignorer. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que beaucoup d'entreprises ont ignoré cette possibilité de risque parce qu'on ne le voyait pas. Et aujourd'hui, elles le découvrent. Donc c'est à elles à se renforcer. Et pas, on riposte pas, mais on met en place des outils. Et puis il y a l'outil de la plainte qui est la première des ripostes, si vous voulez, la plus sophistiquée. Voilà, qui est juridique. Et puis aussi les plans de remédiation, de mettre en place un plan de reprise d'activité et faire ce qu'on appelle aussi les retours sur expérience. Alors l'ANSSI, pour précision, publie des guides pour les entreprises. Extraordinaire. C'est aller sur ce site. Et ce site met en place toute une série d'éléments. Il y a aussi toutes les recommandations de toutes les autorités de régulation, la CNIL notamment, qui met en place, alors c'est toujours des grands principes, mais c'est vrai que quand on les met en place,
on neutralise ou minimise les risques. On réduit les risques. Maître, Internet va très vite, ce sera notre dernière question puisque notre émission touche à sa fin. Internet avance très vite, c'est vrai qu'on trouve que les technologies qui existent aujourd'hui n'existeront peut-être pas dans 6 mois, dans 6 ans, j'en parle encore moins. Pour vous, c'est quoi les futurs enjeux de notre société, de notre pays, de l'Europe, vous parliez tout à l'heure, pour les prochaines années? Je pense que la question du fait de la cybercriminalité, c'est qu'on va devoir mettre en place des forteresses numériques. Peut-être qu'on va s'inspirer du domaine bancaire qui a mis en place des coffres-forts. Il faudra mettre en place des coffres-forts pour protéger notre patrimoine. Le patrimoine, j'allais dire, incorporel de l'entreprise. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est toute la création de valeur, et notamment avec les tokens. Et je crois beaucoup aux NFT. Je vois un marché qui est vraiment très très intéressant et avec de vraies questions juridiques autour de ça. Et enfin, tout le problème de la dépendance numérique qu'il va falloir gérer et pour avoir une vraie concurrence loyale. Il y a aussi tous ces enjeux qui sont derrière. Voilà un peu les grands chantiers. Bien entendu, il y a l'intelligence artificielle. Il faut vraiment suivre aujourd'hui la télémédecine et l'e-santé qui propose des points vraiment intéressants et se dire qu'on est dans une société de progrès grâce au numérique et cela va aller très très vite. Et donc, il faut que la société soit adapté, agile. Et il faut former pour qu'on ait des ressources humaines qui vont être là et pour pouvoir répondre à tous nos besoins. Parce qu'on a un besoin qui est fondamental, c'est celui de la proximité, celui de la relation. Et donc, si les outils sont là pour nous aider, l'humain sera toujours l'humain. Et voilà, donc il faut le mettre en place et former pour que l'humain ne soit pas dépassé par la technologie. La technologie au service de l'humain, ça sera la phrase de conclusion. Merci Maître pour ce témoignage très riche. Je rappelle votre ouvrage d'intelligence artificielle, enjeux éthiques et juridiques, donc disponible en vente. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Et bonne chance à France Business TV. Voilà, pour un nouveau numéro. Merci Maître. Merci. Au revoir.